Voilà, je voulais remercier évidemment nos deux intervenants de cette première keynote de l'après-midi qui est consacrée à l'évaluation extra-financière des projets urbains. Nous avons avec nous Anne-Catherine Hotvar. Vous êtes directrice politique publique de la CET. Et à côté de vous, Raphaël Catonnet, directeur général OPIDEA Europolia, donc la STEM SPL d'aménagement toulousaine. Voilà, vous allez nous parler donc de l'évaluation extra-financière des projets urbains, de l'évaluation socio-économique, la façon dont vous évaluez les effets peut-être indirects des projets urbains. Alors c'est intéressant parce qu'on disait ce matin, on compare effectivement notamment le projet d'aménagement qui est envisagé. Donc en l'occurrence là il y aura 2 projets d'aménagement qui ont fait l'objet d'une évaluation socio-économique sur la région toulousaine. Il y a l'opération Grand Matabio Quédoc et puis l'opération également Paléfica Rive de l'Ers. Effectivement, en miroir, on a finalement qu'est-ce qui serait passé si on n'avait rien fait, et on rejoint un peu thématique qui a été évoquée ce matin sur le coût de l'inaction. Finalement, il y a des apports économiques ou non économiques dans tout projet d'aménagement. Puis il y a aussi le coût qui est celui de ne rien faire, et qu'est-ce qui se serait passé. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci d'avance. Rouge. Voilà, c'est bon, merci. Rouge sur rouge, rien ne bouge. Donc merci à tous de nous rejoindre. Donc effectivement, évaluation socio-économique, donc c'est un peu plus large que l'évaluation extra-financière des projets d'aménagement, on va le voir. Donc on vient témoigner aujourd'hui de l'expérience sur l'analyse que nous avons conduite sur les 2 opérations toulousaines, et en particulier celle de Grand Matabio. Notre présentation, on va la faire à 2 voix. C'est un sujet un peu aride, donc c'est toujours mieux d'être 2 pour parler de ces questions. Et puis, donc on va d'abord rappeler ce qu'est l'évaluation socio-économique. Ensuite, on va l'illustrer, et puis on va partager avec vous les enseignements qu'on peut tirer de ce premier travail. Donc l'évaluation socio-économique, ça vise, pour peut-être une phrase d'introduction, à mettre en regard les investissements financiers consentis avec les bénéfices matériels et immatériels que peut générer l'opération, tout en intégrant donc tous les coûts qui servent à fabriquer cette opération. Donc l'idée, c'est de prendre du recul, de dézoomer et de ne pas s'en tenir au simple pied de bilan qu'on a l'habitude de manipuler, qui, par les temps qui courent, font apparaître souvent dans nos interventions des soldes à financer pour les collectivités. Donc moi, quand j'ai eu connaissance du travail mené par France Stratégie et de la volonté de déployer cette méthode aux opérations d'aménagement, j'ai vu là l'opportunité justement de pouvoir nous aider par une méthode un peu, en tout cas partagée à l'échelle d'un groupe de travail, de prendre du recul et de donner tous ces indicateurs aux décideurs et peut-être aussi au public. Alors peut-être en introduction, tout simplement déjà de bien déterminer de quoi on parle. Alors quand on parle d'une évaluation socio-économique, son objectif c'est de déterminer si un projet en fait crée de la valeur. Et donc à travers la mesure de ses effets. Et il y a évidemment 2 grands types d'effets qu'on va chercher à qualifier et à mesurer. C'est des effets marchands, donc, qui font l'objet en fait, d'une transaction sur un marché entre des agents, et donc qui sont vraiment des coûts financiers. Et des effets qui ne sont pas marchands, donc qui ne sont pas en fait, l'objet d'une transaction sous la forme voilà, d'un échange monétaire, mais néanmoins qui représente une valeur. Et donc, l'enjeu, c'est de déterminer et d'apposer un prix sur ce type d'effet
non marchands. Alors je m'explique et je vous donne des exemples. Des exemples d'effets marchands, ça va être le coût de construction de logements, le coût de remise en état d'un foncier, ça va être le prix d'une facture énergétique. Et des effets non marchands, ça va être par exemple le temps qu'un salarié va mettre pour rallier sur un trajet pendulaire son lieu de travail. Ça va être la valeur récréative d'un espace vert qui va se construire, se développer à côté de son logement. Et en prenant compte finalement de ces valeurs liées à des effets marchands et non marchands, c'est l'addition des deux qui finalement détermine la valeur d'un projet. Donc, il fallait en passer par ce petit exercice de définition déjà pour bien reposer le cadre. Donc, on est sur, évidemment, une méthode qui, Raphaël le disait en introduction, est beaucoup plus large juste que des bilans d'aménagement ou même l'évaluation de retombées fiscales. D'accord ? En revanche, les retombées fiscales, ça va être des effets marchands qui vont être intégrés dans le calcul de la valeur du projet. Donc, on vous a mis encore quelques autres exemples d'effets non marchands. Ça peut être la hausse donc, de la qualité de vie, j'en parlais tout à l'heure, grâce à la construction et à la présence d'espaces verts. Ça peut être aussi la moindre émission de CO2 grâce au fait que les salariés se déplacent davantage en transport en commun. Ça peut être la valeur du temps. Et donc, pour finalement les transformer en une valeur monétaire, ces effets-là, eh bien, on s'appuie sur des valeurs qui sont dites tutélaires, qui sont des valeurs qui sont le fruit en fait, de travaux scientifiques, donc qui ont été reconnus par le milieu académique, ou, alors, comme par exemple la tonne carbone, ou quand il n'y a pas forcément de valeurs tutélaires récentes ou qui font vraiment office d'étalon, on va aller chercher à travers la documentation plus de la littérature grise, mais par exemple des connaissances produites par des agences d'urbanisme, de développement économique, etc., pour pallier l'inexistence de valeurs tutélaires sur certains des effets qu'on cherche à qualifier. Alors, d'où ça vient? En fait, on a une petite frise du temps qui donne un petit peu l'histoire de l'évaluation socio-économique. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a d'abord démarré par les infrastructures de transport, tous les grands investissements, où, au fond, les bénéfices étaient assez facilement calculés avec une variable importante qui était le temps. Et la loi de finances de 2012 a généralisé la démarche pour tous les investissements portés par l'État à hauteur de 20 millions d'euros, et ensuite, avec d'ailleurs mise en place d'une contre-expertise pour les participations de l'État supérieures à 100 millions d'euros. Donc ça a vraiment élargi le champ. Donc tout ça a été en place avec le décret de décembre 2013. Et puis en 2022, progressivement, la démarche s'est élargie aux opérations d'aménagement. Et là, il y a eu ce travail méthodologique. Donc moi, je vous recommande vraiment, si vous vous intéressez au sujet, la lecture du rapport de Sabine Bayetto-Besson. C'est un travail de 80 pages qui vont vraiment vous faire voir l'ensemble des aspects, qui posent quelques éléments de cadrage et de méthode, et aussi les limites de cette démarche. Donc c'est sur la base de ce rapport ensuite que les travaux se sont développés et que donc on a expérimenté sur cette opération à Toulouse. Voilà le guide donc, qui est téléchargeable facilement. Alors, le cadre dans lequel on intervient, il nous a paru intéressant de pointer trois thèmes. La question de l'équation difficile des opérations d'aménagement. On sait aujourd'hui que souvent nos opérations ne sont équilibrées qu'au titre d'une participation du concédant et de la collectivité. L'opération d'aménagement doit d'abord aussi régler un certain nombre de complexités qu'elle porte à travers ses enjeux. D'abord poser une vision long terme dans le cadre des projets urbains de la collectivité,
Deuxièmement, s'inscrire dans une réglementation foisonnante, qui change beaucoup, qui est de plus en plus stricte. On a compris pourquoi. Enfin, ce matin, ça a été rappelé, la réglementation, elle suit aussi finalement l'évolution de l'attente sociétale, donc notamment avec l'intégration, c'est le troisième item, de stratégie environnementale. Aujourd'hui, pas de pilotage d'opération sans définition d'une stratégie environnementale au regard de la biodiversité, de la préservation des zones humides et aussi de production d'énergie renouvelable, de performance énergétique. Donc on retrouve les deux piliers de ce matin, réduction, atténuation, adaptation. Le quatrième item, c'est l'équilibre financier, j'en ai déjà parlé. Et puis enfin, intégrer aussi la gestion des aléas, l'anticipation dans les évolutions potentielles de programmation, puisqu'on rencontre souvent plusieurs cycles de conjoncture dans le développement de nos opérations. Enfin, deuxième item, répondre à des objectifs de politique publique ambitieux. Bon, les opérations, souvent, elles naissent par la volonté de la collectivité sur un espace donné d'accentuer l'action publique pour répondre à des besoins de logement, au développement d'activités économiques, de création d'emplois, ou aussi de création d'infrastructures et d'aménités. Et puis enfin, le troisième point, c'est la question de la qualité du service de l'intérêt général. Donc derrière ça, on va trouver les questions de à qui profite finalement l'opération d'aménagement, quels vont être ses bénéficiaires, les ménages, l'environnement, la puissance publique. Donc comment on peut finalement révéler cette question-là. Donc en pratique, quand on lance l'évaluation socio-environnementale, souvent c'est le fruit de plusieurs facteurs. Oui, absolument. Alors nous, l'A7, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité d'accompagner plusieurs clients l'an dernier sur ces problématiques de SE, donc, qui étaient essentiellement évidemment des aménageurs. Donc on travaille pour l'aménageur et pas pour la collectivité. Donc ça, c'est important aussi de bien le poser, parce que néanmoins, il va falloir embarquer, on y viendra tout à l'heure, la collectivité, ses différents services aussi dans la méthode, qui nécessite aussi un effort de pédagogie et aussi, à un moment donné, une capacité à vraiment finement travailler les hypothèses et les faire valider, et ça, c'est hyper important. Mais juste en préalable, le propos aussi introductif qu'on a, c'est de vous dire que c'est une méthode donc, qui n'est pas nouvelle, qui nous est héritée du secteur des infra, des transports, qui se diffuse depuis une trentaine d'années et qui, de toute façon, va dans le sens de l'histoire et finalement de mesurer aussi, à un moment donné, l'efficience des politiques publiques et à travers les projets d'aménagement. Donc, c'est d'ailleurs Sabine Bayetto-Besson qui disait que finalement, l'évaluation socio-économique des projets d'aménagement, c'est tout simplement quelque chose qui va dans le sens de l'histoire. Donc, ce qu'on voit, en fait, il y a la partie immergée de l'iceberg au moment de la commande, et puis il y a la partie qui est plus cachée. Donc nous, on a pu voir qu'effectivement, au-delà, évidemment, on ne parle pas des ESE qui sont obligatoires pour tous les projets dont le financement de l'État est supérieur à 20 millions. Celles-ci, de toute façon, elles sont obligatoires. En revanche, les ESE que nous avons pratiquées et qui se pratiquent pour le secteur de l'aménagement, elles ne sont absolument pas obligatoires, justement, et elles sont motivées par différents facteurs. On a pu voir que ce qui peut être un motif déclencheur, c'est évidemment quand il y a une participation assez élevée de la collectivité qui finalement met l'aménageur en situation finalement de recherche, d'objectivation de la valeur de son projet. C'est aussi le cas, par exemple, d'opérations qui font l'objet de difficultés d'acceptation sociale, voire de contestation par les riverains. Et finalement, le fait de diligenter une ESE aménagement peut permettre d'apporter une forme d'objectivité dans ce que produit et ce que ne produit pas le projet d'aménagement. Ça peut être aussi un rapport CRC. Donc, il y a plein de bonnes raisons et de bons motifs pour déclencher cette commande. En revanche, et il y en a aussi qui sont plus sous-jacents, du coup, que tu veux développer, Raphaël ? Oui, parce que la collectivité se pose toujours la question, comme quand la contestation monte et que l'opération coûte cher, faut-il continuer ?
Donc, trouver des arguments qui permettent aussi de faire zoom arrière et de montrer en quoi l'opération est intéressante et a des externalités positives, c'est important. On va maintenant peut-être passer aux exemples. Tout le monde a envie de voir concrètement comment on décline. Donc, on a travaillé effectivement sur 2 opérations. Donc là, vous trouvez la silhouette de la ville de Toulouse. Au cœur, c'est la place du Capitole. En jaune, c'est l'opération Grand Matabio-Quédoc. Donc, c'est une opération d'intervention autour du faisceau ferroviaire et de la gare Grand Matabio, premier hub de transport ferroviaire d'Occitanie. Donc, une opération de renouvellement urbain, de reconquête de friches. Et puis, Palificat, c'est un contexte différent. On est sur de l'extension urbaine. Et donc là, on est en cours d'étude sur ce projet. Donc, on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, on a dans le scope ces 2 contextes différents. Grand Matabio, vous trouvez donc le plan, alors ça c'est le plan un peu grand public. Les bâtiments qui sont enfoncés donc, sont les bâtiments neufs le long du faisceau ferroviaire, avec reconquête de friches de la SNCF pour une partie, et puis aussi intensification de tissus faubouriens devenus obsolètes. Donc, pour travailler cette évaluation socio-économique, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a 3 termes à connaître. C'est le terme de scénario de référence, c'est le contexte local dans lequel on s'inscrit. Celui-là, il est valable pour le projet que nous allons analyser et il est aussi valable pour le scénario miroir. On considère que les 2 s'inscrivent dans le même contexte. Ce qu'on appelle l'option de référence, c'est le scénario miroir. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout à l'heure, vous avez dit si on ne fait rien. En fait, le scénario miroir, ce n'est pas un scénario de statu quo où tout est bloqué, c'est un scénario où la dynamique de croissance posée par le scénario de référence va toujours trouver à s'exprimer. Mais elle va s'exprimer ailleurs puisqu'on ne va pas ouvrir de façon aussi volontariste l'urbanisation sur le secteur. Ça veut dire qu'elle va trouver cette volonté de construction à s'exprimer sur d'autres terrains. Donc tout l'enjeu, c'est dans le scénario miroir de poser ces hypothèses. Et c'est là où il y a un travail, on a eu beaucoup d'allers-retours là-dessus pour s'accorder sur ces différentes hypothèses. Donc vous voyez dans le tableau qui est présenté, donc à gauche c'est la programmation telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc c'est un projet, vous voyez, de 3000 logements en collectif à 100%, avec 200 000 m² de bureaux et une intervention en renouvellement urbain intégral avec la débitumisation, en tout cas la renaturation de 4 hectares en centre-ville. Donc le scénario miroir, les hypothèses que nous avons retenues, c'est que puisque à Toulouse, on a une croissance démographique qui est très importante, il faut toujours construire ces 7200 logements à l'échelle de la métropole par an pour accueillir les 9000 habitants nouveaux chaque année. Il faut aussi développer une offre d'immobilier d'entreprise qui permet d'accueillir la création nette de 5000 emplois par an. Donc on a décidé que les 9000 logements se construiraient malgré tout, même si Grand Matabio ne se fait pas. Et la répartition, on a pris 50% sur la ville de Toulouse, 30% sur les autres communes de Toulouse Métropole, et puis enfin 20% en deuxième couronne. Ce faisant, on a repris un peu, on a fait une observation rétrospective du marché qu'on a un petit peu corrigé pour tenir compte de l'effet ZAN sur l'évolution. En matière de bureaux, on a fait l'hypothèse en revanche que l'ensemble des mètres carrés prévus ne trouverait pas, les 200 000 mètres carrés ne trouveraient pas l'équivalent dans la métropole. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a un effet de centralité sur le hub de transport. Donc, on a procédé à un abattement de 36 000 mètres carrés et on a considéré que la redistribution ne s'opérait qu'à hauteur de 170 000 mètres carrés. Et puis enfin, on a beaucoup moins de renaturation dans le scénario miroir, puisqu'on va consommer un peu d'Enaf, dont les chiffres sont affichés ici. Donc on aura, de ce point de vue, des éléments moins favorables. Oui, alors juste pour rebondir sur le scénario miroir, donc vous avez compris, c'est ce qui se serait passé si le projet n'avait pas eu lieu. Et je dirais que c'est vraiment
le point nodal de la discussion quand voilà, on met en œuvre cette méthodologie et qui nous prend quand même un bon tiers, hein, je pense, Raphaël, ou en tout cas, enfin voilà. Et c'est important que ce scénario miroir, il souffre le moins possible de la discussion et du débat. Et notamment, c'est pour ça qu'il faut bien le co-construire avec la collectivité, en s'appuyant sur des données voilà, de ces agences, parce que voilà, c'est ce scénario à l'aune duquel on va comparer notre projet. D'accord ? Et l'idée, c'est qu'il soit le plus réaliste possible. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a voilà, fait des abattements, comme vient de l'expliquer Raphaël, notamment sur la programmation tertiaire, en se disant qu'on avait un effet hub qu'on ne pourrait pas retrouver si on avait fait ce développement économique et tertiaire, effectivement, de manière plus parcellisée et atomisée sur la métropole et alentour. Donc, en termes derrière vraiment de calcul hein, de la valeur socio-éco, et c'est vraiment la spécificité de l'aménagement par rapport à de l'éval socio-éco de transport pur et dur, c'est la dimension hypersystémique et c'est finalement la variété des bénéficiaires de ces différents effets qu'on peut avoir à travers évidemment un projet urbain, puisque à la fois finalement on va calculer les effets marchands et non marchands pour bien évidemment la puissance publique, la collectivité, notamment à travers les retombées fiscales ou à travers des coûts, par exemple, de fonctionnement, d'entretien d'espaces verts. Ça va être bien sûr les opérateurs de l'aménagement au sens large, et y compris les opérateurs immobiliers, les promoteurs. Ça va être bien sûr les futurs occupants du site, que ce soit des habitants ou bien des acteurs économiques, des entreprises, les propriétaires, évidemment, distinguant bien les propriétaires investisseurs de ceux qui sont uniquement locataires occupants. Ça va être l'environnement aussi au sens plus large, tout simplement même l'intérêt général quand on s'intéresse aux collectivités, à l'environnement. Donc on est hyper large en termes de bénéficiaires et du coup sur Grand Matabio on a eu jusqu'à 22 effets mesurés. Effet marchand non marchand là qui s'affiche devant vous avec un système de couleurs finalement qui rapporte à qui sont les bénéficiaires de ces différents effets. Et donc, parmi eux, par exemple, il y a la production d'un foncier aménagé. Ça, c'est un effet qu'on a été mesuré. Le coût de construction, la facture d'électricité, la qualité du patrimoine et derrière sa valorisation, sa valeur hein, aussi, évidemment. Les retombées fiscales, bien entendu. L'entretien des espaces verts. Hein, donc, c'est pour les effets marchands. Et en termes d'effets non marchands, la question de l'artificialisation, donc effectivement les coûts évités de recompensation par exemple, l'impact de la désimperméabilisation en centre-ville, tout ce qui était îlot de chaleur, tout ce qui est évidemment diminution des émissions de gaz à effet de serre, les temps de trajet avec la constitution de cette offre résidentielle et économique véritable hub, l'accès au logement notamment à travers la production de logements sociaux, et puis aussi l'impact sur les salaires par rapport à la nature finalement de l'emploi envisagé par rapport à la programmation tertiaire. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais parce que ça devient très technique, et l'enjeu, vous avez compris, on y viendra après, c'est aussi à un moment donné de détechniciser ces sujets qui peuvent être assez arides et hyper complexes voilà, en termes de méthodologie. Donc on sait que voilà, on a l'ensemble des données qui sont voilà, construites et on les a aussi construites main dans la main avec notre commanditaire, notamment sur la prise des hypothèses et la recherche des valeurs. Et donc, on est en capacité, si vous voulez, de calculer une valeur entre notre projet, son scénario comparatif, en la déclinant sur les différents bénéficiaires. Et par exemple, le graphique que vous avez sous vos yeux fait qu'on voit bien que voilà, selon que l'on est une collectivité, que l'on est les usagers, que l'on s'intéresse aux investisseurs ou aux opérateurs d'aménagement, finalement, la valeur supportée n'est absolument pas la même, finalement, selon les cibles que l'on travaille. Précisément, du coup, Raphaël, je te redonne la parole pour justement donc l'annonce de la valeur. Après cette présentation rapide, on peut s'arrêter 2 minutes sur les volumes en fait qui sont en jeu. Donc, ce qu'on voit, c'est que le projet Grand Matabio, donc quand l'ensemble des flux générés par ce projet sont actualisés, génère une vanne totale de 982 millions d'euros, qui est à comparer au scénario miroir qui est beaucoup plus faible, 145 millions d'euros. C'est-à-dire que là, on est en train finalement de lire ensemble que le scénario Grand Matabio génère 6 fois plus de valeur
dans sa fabrication sur sa période. Alors, on n'a peut-être pas précisé tout à l'heure, le champ de l'étude, c'est évidemment toute la période d'investissement de l'opération, mais aussi 30 ans après la livraison. Comme c'est une opération longue, on a en fait pris 30 plus 10 ans, puisqu'entre la première livraison et la dernière livraison, on a compté une dizaine d'années. Donc ce calcul, il est fait sur l'ensemble de la période. Donc c'est quand même très significatif. Donc on va s'arrêter 2 minutes pour décomposer ce qui est derrière chacun de ces chiffres. Donc, ouais. Donc effectivement, comment ça se décompose ce montant qui est donc effectivement assez important. Donc vous voyez qu'il y a à la fois des bénéfices marchands, on va dire purs et durs. Ça va être donc par exemple les 108 millions de retombées fiscales. Il y a des tonnes de CO2 évitées grâce à l'effet hub et concentration en métropole qui sont aussi monétarisés bien sûr. Et puis après, vous voyez, on a fait quelques zooms sur notamment des bénéfices liés à la localisation et qui impactent finalement, par exemple, la valeur du temps. Donc le fait qu'on arrive finalement à diminuer de 10 minutes le temps de déplacement moyen, ça nous a fait finalement abonder et augmenter la performance du projet de 34 millions. Donc ça, c'est vraiment sur la question du temps économisé. Sur les 63 millions, par exemple, de logements sociaux, finalement, ça revient au gain de pouvoir d'achat des locataires des logements sociaux qui peuvent bénéficier d'une offre de logement social supérieure à ce qui aurait été fait sinon dans le scénario miroir. Et on a aussi une hausse de salaire que l'on a donc calculée, évidemment en se référant à différentes sources et valeurs tutélaires, parmi lesquelles notamment des valeurs INSEE, qui se chiffrent aussi à hauteur de 250 millions. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a appelé des effets de localisation. Après, on a des effets d'impact sur l'environnement et qui se traduisent notamment en termes de mobilité. Je regarde le temps dont on dispose, je vais peut-être accélérer. Impact en termes de mobilité de 3 millions. Le 3 millions, raison de chaleur, parce qu'il y a un raccordement au réseau de chaleur qu'il n'y aurait pas eu dans le projet si ça n'avait pas été typiquement à Grand Matabio aussi, qu'on a chiffré à hauteur de 13 millions. Et puis, un montant qui est important, qui est la question de la préservation des sols. Si on construit plus loin dans la métropole, et y compris en Haute-Garonne, finalement, on a des coûts de renaturation qui sont supérieurs au fait de construire en renouvellement urbain vraiment dans l'hypercentre de Toulouse. Et c'est également aussi éviter des coûts de perte de revenus agricoles. Quand on artificialise en périurbain, eh bien, ça impacte aussi les revenus agricoles et ça, on l'a intégré dans notre chiffrage. Je pense que je vais passer peut-être les suivantes parce que, au bénéfice du temps, pour se concentrer sur les enseignements. Alors, rapidement, on se rend compte que c'est vraiment une approche exploratoire, voire prospective, puisqu'on doit prendre en fait des hypothèses sur les prochaines années de rythme de commercialisation, de valeur moyenne, etc. Donc, évidemment, ça nécessite d'avoir du côté de notre maîtrise d'ouvrage une posture et aussi de sa collectivité, d'ouverture à l'innovation et d'acceptation de l'expérimentation. On ne peut pas tout prévoir. On n'est pas non plus des scientifiques et ce n'est pas une science dure. Donc finalement, ces méthodes, elles apprennent aussi une forme, je dirais, d'humilité ou en tout cas de connaissance de ses propres limites et aussi évidemment un enjeu de co-construction de la méthode, chemin faisant, avec notre client et avec les clients de notre client. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ça change un peu d'ailleurs, on va dire, la relation qu'on peut avoir qui est plus partenariale avec notre client quand on expérimente finalement ce type de méthode. Ça prend du temps, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travail avec, ça a été dit tout à l'heure, l'agence d'urbanisme, collecter les informations, puisque derrière tout ça, il y a vraiment chaque item a été très documenté et sourcé pour pouvoir vraiment répondre aux questions et légitimer l'approche. Sur les apports, quelques enseignements.
En fait, la démarche, elle intervient plutôt à un moment où on a déjà finalement engagé l'opération. Elle permet finalement de légitimer, au cas d'espèce, cette opération. Ce n'est pas vraiment un moment où on a encore des marges de manœuvre sur la décision. C'est-à-dire que ce n'est pas une formule qui est faite aujourd'hui pour tester des variantes. Donc, on n'est pas encore, c'est trop lourd comme outil pour pouvoir comparer différents scénarios d'aménagement sur une même opération d'aménagement. En tout cas, la méthode, on n'a pas réussi à la simplifier à ce stade pour ça. Faut noter que bientôt, je pense que ces éléments seront intégrés dans les dossiers d'enquête publique, dans l'étude d'impact devra intégrer ce volet. Donc, il faut se préparer à ça en qualité d'aménageur pour pouvoir documenter l'opération en amont et aider à son engagement. Évidemment, le deuxième apport, c'est que ça permet de mettre des chiffres là où on n'arrivait pas à en poser, sur des questions de renaturation, sur des questions de valeur de mixité. Alors ça, c'est intéressant de faire une petite parenthèse là-dessus. Moi, j'ai été très surpris en fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à documenter le bénéfice financier, à monétariser de la mixité. On comprend bien l'intérêt social de faire ça, mais en fait, les indicateurs financiers, quand on transforme, disent parfois un peu l'inverse, parce que l'effet d'entre-soi parfois amène plus de création de valeur que de perte de valeur. Donc, il y a des effets de bord là dont il faut un peu se méfier. Et puis enfin, mon espoir en lançant ce travail, c'est aussi de montrer et de pouvoir faire partager à l'ensemble des parties prenantes que l'opération a vraiment des bénéfices importants et que derrière ça, finalement, on peut aligner les intérêts de l'ensemble des parties prenantes de l'opération, notamment pour les opérations qui sont en cours de montage. C'est le cas, par exemple, du projet Palificat sur lequel on travaille encore. Limite et enjeu, pour terminer. Limite de la monétarisation. Je pense qu'on a des petits sujets sur certaines valeurs tutélaires. Moi, je pense, et on est plusieurs à le partager, que les valeurs fixées aujourd'hui par la littérature, comme on dit, ou par le rapport Quinet, sont trop faibles et que du coup les bénéfices de la renaturation n'apparaissent pas assez clairement. Et à l'inverse, l'impact porté à du sol, à de la nature, n'est pas suffisamment pris en compte. Donc je pense qu'il y a un travail complémentaire pour essayer de valoriser tout l'apport systémique du sol dont on a parlé d'ailleurs ce matin. Communiquer sur ce type d'études devant un conseil municipal, devant un comité de suivi de concertation, ce n'est pas encore un exercice spontané. Il faut vraiment travailler la question pour que ça puisse être partagé, faire entrer tout le monde dans la démarche et puis surtout, quand on commence à parler de chacune des lignes, tout est potentiellement contestable. Donc il faut un degré de maturité autour du projet. Donc ça doit être le fruit d'un processus de travail dans le cadre d'une concertation un peu au long cours. Et puis enfin, il y a un paradoxe qui nous a un peu surpris. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les histogrammes, c'est qu'au fond, les interventions des opérateurs d'aménagement apparaissent en coût et donnent le sentiment de financer une création de valeur pour les investisseurs. Donc ça fait un peu réfléchir finalement sur je parlais tout à l'heure de quelle est la finalité de l'opération d'aménagement, créer évidemment de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux quartiers à vivre, mais il y a aussi des flux financiers qui sont liés donc à l'investissement, qui sont très très présents et qui sont un gros driver de l'opération d'aménagement. Ils sont assez prépondérants dans l'équilibre global des résultats totaux que nous présentons. Je dis ça en clin d'œil aux questions de plus-value et de spéculation foncière qui étaient évoquées dans la table ronde précédente. Oui, c'est un sujet qui est évoqué effectivement à partir du moment où il y a des bénéfices effectivement pas financiers pour le projet, mais il y a des bénéfices même financiers pour les opérations tout autour, qui participent à un moment qui finance également. Ça pose cette question-là aussi.
Si on s'en tient au pied de bilan de l'opération Grand Matabio, pour faire très schématique, c'est une opération de 300 millions d'euros de pied de bilan, dont une participation de la collectivité à hauteur de 90 millions d'euros. Donc il y a vraiment un effet d'investissement extrêmement fort de la collectivité, foncier cher, voilà, une constructibilité qu'on a raisonnablement limitée, une mixité importante, 40% de logement social dans l'opération, puisqu'on a souhaité aussi que ça soit un projet inclusif. On porte des projets d'innovation sociale, donc avec des accueils de nuit. Enfin, on est sur un quartier de gare et on souhaite traiter l'ensemble de ces aspects et non pas les évacuer. Donc il y a vraiment un engagement très fort de la collectivité, mais on voit qu'en regard de ça, finalement, on a une création de valeur globale qui est presque 10 fois supérieure à ce que met la collectivité en termes de financement direct au bilan. J'avais juste une question sans rentrer forcément dans la technique. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut détechniciser effectivement le débat, mais est-ce qu'on a des surprises, des choses peut-être un peu presque contre-intuitives quand on regarde les bénéfices de tel ou tel? Vous disiez, on aimerait que la renaturation, par exemple, soit plus valorisée. Enfin, voilà. Ça, c'est un exemple, effectivement, les effets relatifs à l'environnement, la renaturation, les îlots de chaleur, etc. Aujourd'hui, ont des valeurs tutélaires assez basses et évidemment, rien n'indique que celles-ci ne soient amenées à évoluer à la hausse, notamment dans le contexte actuel. Donc ça fait aussi partie des enseignements qui sont de dire, finalement, quand des projets très vertueux en fait pour l'environnement, ça ne se traduit pas forcément effectivement dans des valeurs économiques chiffrées et monétarisées élevées. Donc ça, c'est effectivement une des limites. Tout comme tu le pointais aussi, on n'en a pas forcément beaucoup développé, mais tout ce qui est relatif aux actions même de concertation, aux actions. Donc quand on concerte derrière, et quelque part il y a aussi une sortie opérationnelle et une fiabilisation du projet qui peut être meilleure. Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas intégrer dans le calcul de la valeur telle qu'on le travaille dans ces approches-là. Donc, c'est vrai que la limite de la monétarisation, et c'est la singularité de l'aménagement, c'est qu'on ne peut pas appliquer de manière purement calquée une méthode sans intégrer finalement des dimensions aujourd'hui plus qualitatives qu'on n'est pas forcément en mesure. Et il faut savoir se détacher en fait aussi d'une monétarisation en euros pur et dur et la compléter par des approches plus qualitatives. Autre sujet, l'urbanisme temporaire. Aujourd'hui, on n'a pas été chiffré la création de valeur que pouvaient occasionner des occupations interstitielles sur des sites en transformation, le lien social que ça crée, etc. Donc, c'est les limites, effectivement, de la méthode. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Un sujet passionnant, non, plus de questions. On est de toute façon, on a pris quelques minutes de trop. Merci beaucoup, merci pour votre présentation.